Il y a 2 semaines de formation, en tout cas on le pose comme ça. Et ce que je ressens chez les participants, c'est une grosse envie, une grosse demande de regard sur leur projet, de discuter avec quelqu'un qui a de l'expérience en documentaire sur leur projet, évidemment sur l'écriture du projet, mais aussi sur les repérages et le futur tournage. À partir de là, on imagine ensemble la formation avec ce double regard. Et jusqu'à maintenant, je trouve que ça marche très très bien. C'est une époque où je lisais beaucoup de dossiers documentaires. J'étais lecteur pour une résidence qui s'appelle le Moulin d'Andé. J'étais lecteur aussi pour le département de l'Eure en court-métrage. Et je voyais beaucoup de films qui passaient et je me demandais pourquoi, quand je reçois 40 dossiers sur une table, je vais commencer par lire celui-ci et pas un autre. Pourquoi dès les premières pages, je ressens un film et dans l'autre cas, je ne le ressens pas. Donc ta proposition de co-animer une formation, c'était pour moi mettre à l'épreuve ce ressenti et comment on diffuse ça à des participants, d'arriver à donner envie par l'écriture de vivre et de, en fin de compte, produire le film, puisque c'est ça le but d'un dossier. Comme tu me l'as dit tout de suite aussi, on n'a pas du tout la même expérience, on n'a pas le même écosystème, je trouve. Ça, on l'a tout de suite constaté, on avait tous les deux vraiment la même vision à défendre un cinéma documentaire. Moi, j'ai cette expérience beaucoup avec France Télévisions, beaucoup d'un cinéma direct, on va dire, assez terrain. Et toi, tu as une autre façon de faire les films avec d'autres partenaires. Et ça, c'est très précieux, je pense, pour les stagiaires, parce qu'ils peuvent se projeter dans différentes façons de vivre et de naviguer dans cet univers du documentaire. Et y compris comprendre comment fonctionnent différents diffuseurs. Parce que mon expérience de cette manière très hiérarchique d'Arte, par exemple, ou de Public Sénat n'est pas la tienne avec France 3 Régions ou avec une autre manière de produire des films. Tout à fait. Mais là, 2 semaines, ça nous paraissait assez idéal pour faire un diagnostic au moment où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire quand quelqu'un a une idée, a commencé des repérages et essaye d'écrire et puis d'un coup, il est bloqué. Il est bloqué parce qu'il a plein de directions différentes. Il est bloqué parce qu'il a appelé quelqu'un puis que peut-être la communication ne se passe pas super bien, qu'il hésite à appeler quelqu'un d'autre. Il est bloqué parce qu'il a commencé à écrire une note d'intention, à écrire un séquencier et puis d'un coup, il est perdu dans la méthodologie. Voilà. Il a besoin d'un cadre de travail. Et moi, je pense que c'est là où ce qu'on offre, c'est évidemment le regard que l'on vient d'évoquer, mais aussi un vrai cadre de travail, une vraie méthodologie, une proposition de dire attention, on n'est pas perdu, on vous propose ça sur les techniques de repérage, on vous propose ça sur les techniques d'écriture et on vous propose une hiérarchie, enfin en tout cas une architecture plutôt, d'écriture dans le dossier pour que ce scénario que vous êtes en train d'écrire, il puisse être lu très rapidement par un producteur ou par une première commission. Je pense qu'on est totalement souvent un peu fou et un peu prétentieux en tant que documentariste. C'est-à-dire que notre corps de métier n'organise pas ce que font tous les autres corps de métier. Par exemple, les chercheurs en astrophysique, ils organisent la confrontation d'idées avec leurs collègues, même s'ils ne travaillent pas du tout sur les mêmes sujets. Et nous, on pense que tout seul, chez nous, face à un mur blanc ou notre miroir, on peut écrire. Et on se rend compte, à la fois pour des premiers films comme pour des gens qui ont beaucoup d'expérience, que c'est extrêmement difficile d'écrire. Et donc, ce qu'on organise par notre formation et par notre duo de regard, c'est la confrontation d'idées, non seulement avec nous deux comme documentaristes, mais également avec les autres participants. Et cette richesse du groupe, cette inertie du groupe, pour moi, c'est un accélérateur du temps. Donc oui, 2 semaines, c'est court, mais c'est absolument pas comme 2 semaines chez soi à écrire. C'est acquérir des outils, c'est acquérir un réseau avec lequel on pourra continuer à travailler, c'est avoir en seulement 2 semaines le regard de deux animateurs de formation, tous les autres participants, un producteur et parfois même un autre invité durant la 2e semaine. Donc ces 2 semaines sont extrêmement riches, extrêmement denses et elles permettent de créer en soi une sorte d'architecture de travail qui va infuser sur toute la suite du projet. Travailler ensemble dans une dynamique commune, mais dans nos différences. Et je sais que souvent, il y a une petite inquiétude des participants le premier jour en disant « mais
mais alors Hélène, est-ce qu'elle va être dans la continuité de ce que tu fais? Ou alors on t'a dit la même chose, est-ce que Daniel, il est pareil parce que j'ai vu? Mais non, justement, nous ne sommes pas du tout la même chose. Nous allons même parfois nous contredire sur les projets. Et c'est bien ça le métier de documentariste, c'est d'arriver à se centrer et à se connaître et à défendre son projet parmi les multiples regards des autres. Ah oui, non, mais c'est vrai. Alors l'originalité, c'est effectivement nous, mais c'est aussi, je trouve, le fait de vraiment les enrichir très très rapidement avec ces rencontres. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre fondamentale, c'est le producteur au 5e jour des 2 semaines, qui permet justement de tester cette solidité de leur projet. Parce qu'en fait, quand on fait du documentaire, on ne fait que raconter son projet à d'autres, et d'autres qui vont nous déstabiliser, qui vont nous poser des questions qu'on n'attendait pas, qui vont nous dire « Ah bon, mais pourquoi tu n'explores pas cette piste-là ?» alors que justement, toi, tu essayais de te focaliser sur une certaine réalité. Et donc, ce producteur, voilà, ça va être une journée un peu de pivot au milieu de la formation. Et puis, je sais que voilà, plus récemment, on n'hésite pas aussi à faire appel à des monteurs, à des chefs opérateurs, à d'autres réalisateurs, j'ai envie de dire à la carte, c'est-à-dire quand on sent que quelqu'un a besoin de dialoguer plus technique, ou parce qu'on connaît un réalisateur qui a fait un projet qui est un peu similaire en termes de thématique, eh ben, on va le faire intervenir, mais ne serait-ce qu'une heure en fait, en visio. Ça permet de relancer un peu la machine et c'est pour ça, comme tu dis, c'est un accélérateur de particules. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est d'essayer de créer 2 semaines, une architecture des 2 semaines qui correspond profondément aux projets qui vont être sur la table pendant ces 2 semaines-là. Et d'adapter ces 2 semaines à la sensibilité des projets et des personnes qui sont avec nous. Bon, mais quand même, on a mis en place une méthodologie tous les deux. Donc, c'est déjà une alternance entre des temps collectifs et des temps individuels. C'est-à-dire qu'on sait que les projets vont, avec le regard des autres, encore une fois, être enrichis de questionnements, de propositions, etc., grâce au regard du formateur, mais aussi des participants. Et puis que c'est bien aussi à un moment donné que le formateur prenne un temps seul avec le participant pour dire quelles sont tes priorités, où on va, etc. Et puis effectivement, c'est en 2 semaines déjà faire une feuille de route. C'est-à-dire se dire où on va ensemble. Est-ce que ça va être l'aide à l'écriture du CNC? Est-ce que ça va être l'aide à l'écriture de la SCAM, Brouillon d'un rêve? Est-ce que ça va être juste déjà oser aller taper à la porte d'un producteur avec un premier écrit? On se fixe un objectif très concret et après ça, il y a, en tout cas moi j'estime, avoir des temps importants aussi de poser des bases sur l'univers du documentaire. C'est-à-dire, on va prendre un temps pour expliciter un peu qu'est-ce que c'est l'écosystème documentaire avec les diffuseurs, les producteurs, les subventions publiques, les aides régionales, etc. Il y a un autre temps qu'on va prendre pour se dire c'est quoi partir en repérage? C'est quoi le repérage actif? Qu'est-ce que le repérage va être comme arme pour nourrir l'écriture? Et puis évidemment des temps plus techniques d'écriture où on va explorer une partie de ce fameux scénario. Qu'est-ce qu'on entend par note de réalisation? Qu'est-ce qu'on entend par séquencier? Qu'est-ce qu'on entend par note d'attention, etc. Enfin, pour moi, dans ces 2 semaines, et c'est ça qui m'intéresse aussi personnellement comme documentariste, il y a un double enjeu. C'est-à-dire qu'il y a un double enjeu d'écriture, c'est-à-dire qu'à la fois, on se confronte à quelque chose qui nous fait peur à tous, c'est-à-dire le dossier documentaire, cette espèce d'objet stratégique pour trouver des financements, c'est-à-dire à l'écriture documentaire, à l'écriture sur papier, à l'écriture de dossier, et en même temps à l'autre type d'écriture, qui est ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire l'écriture en termes l'écriture de cinéma, l'écriture en langage d'image et de son. Et parfois, pour savoir comment on veut écrire le dossier, il faut savoir vraiment quel est le fond du film, comment on veut montrer les choses. Mais paradoxalement, parfois pour montrer les choses, passer par l'écriture sur papier va nous aider à avancer. Donc on avance toujours, en fin de compte, dans un aller-retour entre les deux, en essayant de mieux définir le film pour mieux définir l'objet dossier. Et cette formation, moi, elle me passionne et c'est pour ça que je continue à la faire au fil des années, parce qu'on questionne dedans des problématiques qu'on se pose, que ce soit un premier film ou un 15e film. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation pour débutants ou pour personnes expérimentées. C'est une formation qui va toucher le cœur de nos projets, où on se place par rapport à notre sujet, comment on l'aborde, comment on va avancer le film. Tout ça, c'est des choses qui nous animent tous et qu'on ne doit cesser de défendre quand on fait un nouveau film.
Alors, c'est vrai qu'avec l'information, on va permettre aussi, nous, régulièrement, en fait, on se documente, on va faire un point sur quelles sont les nouveautés, les nouveaux terrains de jeu, hein, j'ai envie de dire, du documentaire. Typiquement, c'est vrai qu'on a de plus en plus de documentaires qui vont être financés et diffusés par des plateformes. Donc il y a la plateforme Tank, hein, qui est de plus en plus connue, qui va permettre d'avoir des formes documentaires plus libres, plus audacieuses que chez certains diffuseurs télé. Mais chez les diffuseurs télé aussi, il y a de nouvelles plateformes. On parlait ensemble de Arte Créative, il y a France TV Slash, qui sont des endroits où on va explorer par exemple l'écriture sérielle en documentaire ou bien des formats plus courts, plus, j'ai envie de dire, virales en termes de réseaux sociaux par exemple. Donc ça, c'est des endroits un peu laboratoires et qui permettent justement d'ouvrir un peu le champ documentaire, voilà, d'aller chercher d'autres choses. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Les aides, c'est pareil, hein. On a toujours un peu les mêmes guichets. Ça va être les guichets régionaux, ça va être le CNC, ça va être la ProCirep, mais aussi la SCAM pour ce qui est de l'aide à l'écriture assez rapide avec un auteur sans producteur, par exemple. Mais là, il va y avoir des petites subtilités. Ça va changer. Typiquement, récemment, Brouillon d'un rêve, l'aide à l'écriture de la SCAM, demande désormais à ce qu'il n'y ait eu aucune aide sur le projet avant de demander Brouillon d'un rêve. Bon, et ben ça, c'est des choses qui peuvent changer d'un mois à l'autre. Donc, c'est aussi à nous de transmettre ce genre d'informations utiles aux stagiaires. Tu vois, pour moi, c'est là où la journée avec le producteur, elle est essentielle. Parce que le producteur, par définition, est celui qui est le plus à jour des nouvelles aides et des nouveaux moyens d'accompagner un film. Mais le producteur, souvent, moi, là où il m'étonne, c'est qu'il va trouver des réponses spécifiques par projet. À des choses qu'on n'aurait pas pensé, des systèmes de fondation, des systèmes de mécénat, de l'international avec des collaborations, de l'implantation locale, des fondations. Donc, comment faire, encore une fois, pour répondre le plus précisément aux films spécifiques que l'on reçoit ici et non pas à la fois donner des bases générales et de répondre spécifiquement à chaque film. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas, on ne peut pas distribuer une note explicative de comment ça marche le documentaire. Ce n'est pas applicable à tous. Il y a vraiment, je trouve, dans chaque projet, une singularité à la fois sur l'aspect création et sur l'aspect fabrication. Et on va même en parler par rapport à toutes les personnes qu'on a vues défiler ici. Personne ne va jamais avoir la même filière pour produire son film. C'est toujours une invention. Enfin, je trouve qu'il y a même de l'invention à l'endroit de la recherche de financement, en fait. C'est là où il y a une créativité qui peut infuser dans la créativité d'écriture. Parce que pour moi, la question des aides et l'ordre des aides auxquelles on pense en théorie est une sorte de gros mensonge ou de grande illusion. Parce que tu vois bien la réalité de notre métier, on a beau dire qu'on tournera et c'est pour ça qu'on écrit, en réalité la majorité d'entre nous a déjà presque tout tourné, la moitié tourné ou commencé à tourner son film. Donc nous, ce qu'on travaille beaucoup souvent, c'est comment on écrit comme si ce n'était pas tourné, alors qu'en fait on est en pleine réflexion et le tournage alimente l'écriture. Oui, mais de toute façon c'est forcément poreux. Parce que moi je la revendique, cette porosité entre repérage, tournage, écriture. C'est là où il y a de la vie. En fait, moi, pourquoi je fais du documentaire fondamentalement? C'est parce que je n'ai pas envie de séparer le cinéma de la vie. Je n'ai pas envie d'aller en studio, je n'ai pas envie de réinventer des sons, j'ai envie que tout soit extrêmement vivant. Et du coup, on est forcément toujours dans un entre-deux. Alors ça demande des fois un peu d'équilibrisme, hein. Ce n'est pas forcément confortable, on va se le dire. Mais par contre, c'est passionnant. On est profondément une formation en écriture, c'est-à-dire qui vient mettre à l'épreuve sur le papier l'idée du film, la grande intention du film et défendre ce film-là. Mais pour le défendre, on a quand même besoin parfois de savoir où on a envie d'emmener le film. Oui, et puis de toute façon, on est en France, hein, donc on est dans le pays de l'écriture. De beaux marchés, voilà, du droit d'auteur. Et on est dans un pays où, sans scénario, pas de financement.
Hein, il y a d'autres pays anglo-saxons où ça ne va pas se passer pareil. Donc c'est une contrainte et en même temps, moi, j'ai jamais pensé qu'écrire un film, c'était une contrainte uniquement financière. Parce que typiquement, moi, mon dernier film, Les Doléances, si je ne l'avais pas écrit pendant des mois, si je n'avais pas cherché la façon dont il pouvait faire récit, honnêtement, ça aurait été un mauvais film. Oui, mais tu es d'accord que si on ne t'avait pas, quelque part, un peu obligé à l'écrire, tu ne serais pas allé aussi loin. Et c'est là où le dossier est intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout seul, tu n'irais pas aussi loin, tu ne passerais pas autant de temps à t'obséder à l'écriture. Mais on te le demande, on te le redemande, tu fais des nouvelles versions. C'est ennuyeux, tu ne veux pas le faire, tu es en résistance, et pourtant de le faire est un espèce de travail, d'ascèse qui te permet de découvrir des choses sur ton film. Et c'est comme ça qu'il faut prendre l'écriture, mais pour ça, il faut tricher avec soi-même et se donner des échéances. Et en ce sens-là, se réunir 2 semaines dans une salle ensemble est une très bonne triche pour avancer, je trouve. Non, alors il y a des gens qui n'écrivent pas leurs documentaires, hein. On le sait bien. Il y a des grands cinéastes, type Wiseman, qu'on cite souvent, qui tourne très rapidement, va dans le réel, tourne très longtemps, et puis après monte très longtemps. Donc quelque part, il va écrire son film presque à l'étape du montage. Et puis, il va avoir cette latitude, parce qu'il se produit lui-même, de tourner suffisamment de temps pour finalement être à la fois en repérage et en tournage, dans la foulée. La question, c'est que nous, en tout cas moi, dans mon expérience de réalisatrice, on ne me laisse pas tourner et monter autant de temps que je veux. Et donc, comme ce sont des temps limités, le fait d'écrire, ça nous fait gagner du temps quelque part, aux étapes d'après. Moi, c'est ça que je pense. J'ai l'impression, pour rebondir sur ton exemple, qu'il y a une époque où on pouvait financer un film et le produire sur très peu de lignes. En fin de compte, des chaînes avec des hiérarchies plus simples qu'aujourd'hui pariaient sur des idées. Puis on arrivait à une espèce de protubérance du texte. Même dans des aides à l'écriture du CNC, on pouvait envoyer 40 ou 50 pages juste pour une aide à l'écriture. J'ai l'impression qu'on est dans un mouvement où de nouveau on essaye de réduire et c'est intéressant. Maintenant c'est maximum 15 pages sur le CNC, dans d'autres commissions aussi. Et avec une nouvelle génération qui est quelque part peut-être moins patiente, on revient à l'image aussi comme preuve. Et aujourd'hui, rarement, quand quelqu'un a déjà tourné, on ne demande pas quelques images ou un teaser quand même. Oui. Non, mais justement, il y a aussi cette question ensuite de qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à quelqu'un qui va demander une aide à l'écriture au CNC ou à Picta Novo ou dans une aide régionale. Moi, le premier conseil, c'est travailler. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas travaillé, ça se voit tout de suite. 2, la sincérité. En fait, on sera beaucoup plus touché en tant que lecteur de commission par quelqu'un qui est sincère, même s'il peut y avoir des maladresses, mais qui dit où il en est, quel est son but, et comment faire ce film en fait est essentiel pour lui, plutôt que une sorte effectivement de diarrhée verbale sur 60 pages, ou je sais pas, de façon un peu de boursoufler l'écriture avec des certitudes. En fait, faire un film documentaire, c'est pas être pétri de certitude. C'est justement questionner le monde. Et donc, aussi dire à des moments, je ne sais pas encore exactement quelle sera la fin. Il y a une incertitude sur tel personnage. Je suis encore en chantier. Moi, je pense que cette sincérité, elle peut payer. Moi, je me rends compte, les personnes qui arrivent souvent ici, elles ont envie qu'on leur explique comment construire un dossier documentaire, en pensant qu'il y a une recette pour le faire. Et j'ai envie de dire, pour moi, la réponse, elle est à la fois oui et non. Oui, vraiment, si on regarde les aides à l'écriture des régions, des grandes commissions, on retrouve des passages obligés. On a beau dire que en fait, c'est très libre, non, il y a des passages obligés. Mais en même temps, on voit tellement, ici entre nous, on va tellement puiser dans des exemples de dossiers qui ont reçu des aides, qu'on se rend compte que la forme laisse quand même une grande liberté, à condition, vraiment à la lecture, de vivre le film, de comprendre ce qui l'anime profondément comme vibration, et si on a ressenti ça, alors on peut être embarqué par ce projet. Mais il ne faut pas se tromper, souvent ce qu'on appelle aide à l'écriture est une prime à l'écriture.
On croit qu'on le tente pour pouvoir écrire, mais souvent il faut déjà avoir bien avancé dans l'écriture, et c'est pour ça que c'est important de travailler ici, pour pouvoir obtenir l'aide. Oui, c'est vrai. Bah, Picta Novo, je compte même plus les années où j'ai été lectrice à la commission Picta Novo à Lille, à la commission du CNC, à la commission en production. J'ai été lectrice pendant 4 ans. Et c'est vrai que ça m'a vachement aidée parce que d'un coup, on est... enfin, aidée dans mon métier de formatrice, de réalisatrice, mais surtout de formatrice. Parce qu'on est confronté à 70, 80 scénarios par commission. Et donc, on a un regard qui est vraiment national sur les propositions documentaires actuelles. Et dans ce foisonnement, on est obligé de comprendre, comme tu disais, ce qui nous attire dans un projet d'écriture et ce qui va faire qu'on va le trouver passable, mais qu'on ne va pas lui donner de vote. Parce qu'on est obligé de choisir, parce que c'est sélectif, voilà. C'était une commission sélective, et donc il fallait faire des choix. Et donc j'ai beaucoup mieux défini dans ce travail de lectrice pendant 4 ans, enrichi par mon expérience à Lille, les points forts d'un projet d'écriture. Et c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, assez des fois basiques que je répète, typiquement l'iconographie. Moi, j'appréciais beaucoup que pour me parler de cinéma, on me propose dans un dossier de vraies images. Et ce n'était pas forcément des images de rush, ça pouvait être autre chose, ça pouvait être des peintures, ça pouvait être des photographies, mais en fait qu'on me dise, ce n'est pas uniquement un travail de récit, c'est un travail du regard. Et donc avec l'iconographie, on retrouvait quand même des propositions formelles picturales ou en tout cas de mise en image. Et puis il y avait aussi effectivement, ce que je reviens là-dessus, cette sincérité, c'est-à-dire quand j'avais l'impression que dans ce projet d'écriture, il y avait quelqu'un qui me parlait. J'avais une vraie personne, je n'ai pas envie de dire au bout du film, mais au bout du dossier, qui s'exprimait et qui me parlait à moi en disant voilà où j'en suis, qui mettrait ses tripes en fait dans le dossier. Et là, je trouve que ça, d'un coup, on est touché. Voilà, et on a envie de le défendre. Je me suis aussi beaucoup posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on est accroché par un dossier de film. Souvent, cette remarque de plusieurs producteurs m'avait choqué, qui est « moi, je n'ai pas besoin de lire le dossier en entier, je sais déjà si c'est bon ou pas bon, je lis rarement, voire jamais jusqu'à la fin ». Et quand j'ai été lecteur en commission, j'ai fini par comprendre cette phrase. C'est-à-dire que je me rends compte qu'en fait, on est très vite convaincant ou très vite, on a perdu son lecteur. Et même juste en feuilletant un dossier, il y en a certains, je savais qu'ils tenaient la route. Ils étaient déjà extrêmement solides, juste avec leur titre, leur sous-titre, leur photo. Oui, ça tient la route. Oui, celui-là, je vais peut-être le lire jusqu'au bout et ça sera un des seuls. Alors, il se trouve que moi, j'y arrive bon an mal an. Alors, il y a 2 choses. J'ai envie de dire oui, un oui massif, parce qu'on est une exception en France, d'abord. Quand on parle à des réalisateurs de documentaires européens, et j'imagine même pas ailleurs, le fait qu'il y ait l'intermittence du spectacle, le fait qu'il y ait des aides d'État massives via le Centre national du cinéma et évidemment d'autres en région, ça permet vraiment d'avoir une structuration de la production qui fait qu'on est accompagné et qu'on peut en faire un projet de vie professionnel. Cela étant dit, il y a des années avec et des années sans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme tout travail artistique, comme tout engagement artistique, c'est pas lissé. C'est-à-dire que moi, ce que j'estime, c'est qu'on n'est jamais arrivé en documentaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un film qui a un succès et pendant quelques années, tout va bien. Et puis d'un coup, il va y avoir un passage à vide. Et puis ça va revenir. Et ce risque-là, je pense qu'il faut l'accepter. On est quand même dans le pays qui proportionnellement aide le plus de premiers films. Je prendrai mon cas, en fin de compte, je me rends compte que ça fait 20 ans que je suis dans le documentaire et 20 ans que je gagne ma vie avec ça. Pas directement seulement en faisant mes films, mais en les défendant, en allant en projection, en montant les films des autres, en animant des formations. En fin de compte, mon gagne-pain tourne exclusivement autour du documentaire. Quant à savoir si on peut gagner sa vie seulement en étant auteur-réalisateur,
Je connais peu de nos collègues qui ne font que ça. Oui, tout à fait. Qui font exclusivement réaliser leur propre film. Oui. Et j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'inversement proportionnel. Plus le film nous passionne, plus on est investi dedans, en général, moins on gagne. Par la question non pas du salaire, mais du temps qu'on va passer dessus. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup de nos collègues qui font un film par an, qui est une bonne manière de gagner sa vie. J'ai plusieurs souvenirs avec des stagiaires. J'ai des souvenirs qui nous interpellent sur la formation même. J'ai des souvenirs d'une jeune femme qui était venue en écriture et qui m'a dit, ben voilà, moi j'ai tout tourné, j'ai 70 heures de rush, je reviens d'Amérique du Sud, j'ai vécu une expérience sensorielle extrêmement forte dans un groupe, mais je ne sais pas quel est mon film et je ne sais pas l'écrire, alors que tout était tourné. Et pour moi, ça avait un sens profond de l'accueillir, parce que oui, l'écriture peut encore se jouer à ce moment-là, parce que peut-être que ce qu'elle a tourné n'est que du repérage pour son film même, ou peut-être que de l'écrire va lui permettre de le monter. Ça, j'avais adoré cette situation-là, surtout en regard de films d'autres personnes qui étaient juste en genèse. Je me souviens aussi d'un garçon qui s'appelait Xavier Gasselin et qui était arrivé un peu typique, j'ai envie de dire, de ce qui peut se faire ici, avec une idée en germe. Il était déjà réalisateur et il a fini par faire un film qui s'appelle Ma sœur et ma mère, parce que c'est la mère de son petit village. Et il a fait un film sur la ruralité qui a été acheté et diffusé par France 3 Pays de Loire. Donc si je peux me permettre pour rebondir sur Xavier, ce qui était drôle, c'est qu'on a passé, toi comme moi, un bon nombre de temps à analyser quelque part quel était le rapport à sa sœur, donc qui est la mère de son village, donc d'où le titre bien choisi, bien trouvé, puisque c'est aussi ça le filmeur filmé, c'est-à-dire que même quand tu vas filmer ta sœur ou ta mère, comme je l'évoquais juste avant, il faut repenser la relation parce que tu deviens un réalisateur qui filme un personnage, même si ce personnage t'est très proche. Et donc, on avait passé 2 semaines comme ça, très intenses, à analyser ce lien et à comprendre comment il pouvait devenir film. Et puis, quelques mois après, eh bien, qui est arrivé dans l'atelier? Sa femme. Et donc, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bah, tiens, on a découvert toutes les femmes de la vie de Xavier. Je me souviens plus récemment de Thomas Bria, qui s'était engagé dans un projet très courageux, puisqu'il était parti en Ukraine au tout début de la guerre, pour suivre Ariane Mouchkine, qui interrogeait vraiment la question de l'utilité de l'art et du théâtre en période de conflit. Je trouve que c'est tout le sel de notre travail ici, c'est d'avoir effectivement quelqu'un qui a pris un risque, qui est parti tourner 3 semaines dans un pays en guerre avec Ariane Mouchkine. Je ne sais pas ce qui est le plus risqué, suivre Ariane Mouchkine ou partir dans un pays en guerre. Mais en tout cas, forcément, il nous dit ça au début de la semaine, on est intrigué en fait par les images. Et on se dit oui, bien sûr que cela étant, le film n'est pas forcément là. Puisque c'est comme ça, c'est une démarche très rapide, c'est un saut dans le vide. Et après, comment on fait pour qu'un film émerge de ça? Et surtout, commencer à regarder les images avec lui, comme toi tu as pu le faire aussi, découvrir des rushs inédits, d'une situation extrêmement forte et se dire qu'en plus c'est bien tourné, qu'il y a là des choses, des moments très forts et en avoir la primauté en fait tous les deux et l'accompagner ensuite en disant mais bien sûr que tu peux écrire quelque chose. C'était quelqu'un qui doutait de lui beaucoup et de pouvoir lui dire on va t'aider et ça va fonctionner. Et que franchement, quelques semaines après, ils nous disent j'ai trouvé un producteur, et puis quelques mois après, ils nous disent voilà, je suis en montage, le film va être diffusé. Bah, c'est quand même, pour nous, c'est très gratifiant et ça fait plaisir. Pour moi, la demande de ces 2 réalisateurs dont on vient de parler, Thomas Bria et Xavier Gasselin, elle est assez typique de ce qui arrive ici et qui est le plus intéressant. Des gens qui disent souvent je sais filmer, j'aime filmer, je sens mon film, mais maintenant, comment le passer ? Comment le faire passer aux autres? Comment l'écrire? Et c'est des questions qu'on se pose nous-mêmes. Et on peut être, bien qu'on ait fait des films, nous aussi bloqués par ces questions-là. Et c'est là où on a besoin de s'appeler. Où moi, j'ai besoin de t'appeler Hélène, où j'ai besoin d'un collectif à un moment pour dire, voilà, je l'ai en moi, mais comment mettre à l'épreuve des mots? Il faut que ça sorte pour arriver à le transmettre. Et je n'arrive pas encore totalement à le faire. Et pour moi, là, il n'y a que le collectif et le regard de l'autre qui peut nous permettre de sortir un peu de cette bulle créative dans laquelle on est. Oui, puis on va se le dire, hein, ça peut être solitaire en fait ce métier, cette pratique. Il y a des moments où on peut se sentir très seul
quand on n'a pas encore de producteur ou quand on est voilà, en repérage et puis on se dit mais est-ce que je ne suis pas en train de passer des jours et des jours sur quelque chose qui ne va pas aboutir et qui ne va intéresser personne et voilà, on a des gros moments de doute. Et le doute est force est très créatif, hein, mais malgré tout, quelquefois, c'est dur à vivre. Et le fait de trouver ce collectif, en fait, parce que c'est ça, hein, la formation, c'est un moment collectif, c'est être 6, 7 dans une salle et se dire, voilà, on est tous passionnés par cette matière, on n'est pas tout seul et on va y arriver. Et je pense que ça, c'est déjà quelque chose.